Bonsoir à tous. Donc ça c'est la bonne nouvelle, effectivement, je suis la dernière à passer. Donc c'est les quelques minutes d'attention. Pour ma part, je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse, donc, que je mène depuis quelques années, et proposer finalement d'appliquer le questionnement philosophique à la pratique de la gestation pour autrui. Alors c'est vrai qu'on pourrait se demander un petit peu spontanément comme ça, en quoi la philosophie a des choses à dire sur un sujet aussi concret que la gestation pour autrui. Et il me semble que la philosophie peut éclairer cette pratique en se demandant tout simplement que dit la gestation pour autrui et finalement en quoi l'action que je mets en œuvre en recourant à une gestation pour autrui ou tout simplement en légiférant sur ce sujet va dire des choses de mes représentations, de mes propres représentations, à la fois de l'esprit, de mes capacités décisionnelles, de ma volonté, mais aussi du corps. Donc finalement, mon parti pris, ça va être de partir du contexte, à la fois émergent et influent, pour comprendre la gestation pour autrui, et essayer aussi de saisir les mécanismes et enjeux qui conduisent cette méthode de procréation. Donc notre problématique, si je la résumais assez simplement, ce serait finalement sur quelle représentation du corps et de l'esprit la gestation pour autrui repose-t-elle et laquelle véhicule-t-elle. Donc je vais tout d'abord m'intéresser au contexte parce qu'il me semble intéressant de partir de cet environnement global pour se poser des questions précises. Alors le contexte, effectivement, on voit que c'est assez confus, assez tendu, il y a de la passion, c'est du débat. Et on voit aussi que les représentations, notamment en ce qui concerne la gestatrice, sont souvent confuses et diverses. Alors je vais m'intéresser à la fois, donc essayer de balayer le premier discours, effectivement, je vous rejoins, Monsieur Ménesson, ce premier discours un petit peu larmoyant, toujours accusateur, qui est de considérer que la gestatrice n'est qu'une victime. Et je pense que ce discours n'est pas forcément pertinent ni audible, parce qu'il enlise le sujet dans quelque chose de caricatural et de stigmatisant pour la pratique, puisqu'effectivement, il tente à penser que la gestation pour autrui ne se résumerait qu'à ce qui se passe en Ukraine ou en Inde. Donc je vais m'intéresser plutôt à un discours qui me semble plus réaliste, à un discours qu'on pourrait qualifier d'autonomiste, et qui finalement est très représentatif de ce qui se passe aujourd'hui, notamment aux États-Unis, au Canada, mais également en Europe, en France également. Donc ce discours-là, on pourrait le qualifier d'autonomiste, mais on pourrait également le qualifier de libéral ou encore de néolibéral. Alors la formule peut faire un petit peu peur, parce que le néolibéralisme, ça revêt plusieurs réalités. Comprenons tout simplement, finalement, un système de pensée qui n'est pas que politique, mais qui tente à appliquer les mécanismes économiques à tous les sujets de la vie. C'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui de capital santé, on va parler de capital familial, on va parler de capital humain. Donc comme si tout un chacun, nous étions finalement comme une petite entreprise pleine de ressources potentielles qu'on exploitait et qu'on mettait en œuvre dans notre vie. Par exemple, avoir un enfant ou ne pas en avoir envie de se marier ou ne pas avoir envie de se marier, recourir à une gestation pour autrui ou ne pas recourir à une gestation pour autrui, ce sont autant de raisonnements et de décisions qui vont amener en soubassement des calculs implicites et explicites de la part de chacun et qui vont donc en droit relever d'une forme d'analyse économique. Je mesure, je pèse, j'évalue, je calcule, je vois si j'ai envie de faire ça ou pas, si j'ai envie d'engager cette action. Donc finalement, ce nouveau mode de rationalité économique influe dans le monde, notamment aux États-Unis, évidemment, mais on peut ne nier qu'il ait une influence dans le milieu européen et effectivement en France. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le domaine intime est amené à se redéfinir avec ce modèle-là. Je prends l'exemple notamment de la sexualité. Par exemple, dans La Nouvelle Guerre du sexe, un livre écrit justement par Elisabeth Westman, elle nous dit, et je vous cite, « Nous voici aujourd'hui encouragés à nous transformer en bons sujets néolibéraux, à devoir gérer notre capital sexuel, ce sexe dont la nature nous a dotés, il nous revient de le faire fructifier comme un capital à entretenir, enrichir, valoriser, un capital qui nous ferait entrepreneurs de nous-mêmes. » Je trouve que l'idée est intéressante puisque, effectivement, on parle de sexualité, mais on pourrait très bien en parler dans le domaine de la maternité. L'évolution de l'aide médicale à la procréation, ainsi que le contexte culturel ambiant, entraîne, semble-t-il, la maternité dans ce champ des métamorphoses. Aussi, dans ce contexte, en tant que sujet influencé par le néolibéralisme, et donc sujet néolibéraux, vous et moi, au même titre qu'une gestatrice et qu'un couple d'intention, nous sommes tous à peu près entrepreneurs de nos vies. Donc dire que la gestatrice peut être entrepreneur de sa vie, ça n'est pas dire un gros mot, me semble-t-il. En tout cas, même si la formule peut paraître rude et inappropriée,
je pense que le contexte culturel la légitime. D'ailleurs, pour citer la revue Dialogue, donc le numéro 199, la revue Dialogue s'intéresse aux relations et à la famille. Récemment, enfin, ils ont publié récemment sur le thème de la parentalité et ils disaient, je cite, que la parentalité tend de plus en plus à devenir, dans le contexte actuel, une entreprise individuelle, avec le coût psychologique, évidemment, que cela représente pour la famille. À notre tour, il nous apparaît légitime de reprendre cette grille interprétative et de l'appliquer au domaine de la gestation pour autrui, en se demandant si finalement l'action qui est entreprise par les personnes qui vont recourir à la gestation pour autrui relève finalement d'une forme de petite entreprise, puisque chacun va agir par rapport à ses propres initiatives. En témoigne notamment l'exil de personnes qui partent à l'étranger pour faire ce projet procréatif. Donc on peut se dire effectivement, bien qu'à l'origine de la gestation pour autrui, il y ait de toute évidence une souffrance, celle de ne pouvoir avoir un enfant, et l'envie qui est tout à fait louable d'y remédier, et je ne la remets absolument pas en question, on ne peut nier néanmoins qu'il y ait la rencontre d'intérêts respectifs entre les différents acteurs. Alors, quelles que soient les motivations de ces acteurs, vous citiez effectivement Elena Ragonet, elle nous dit qu'il y a diverses raisons pour lesquelles une femme peut accepter de porter pour un couple, que ce soit des raisons financières, mais on peut aussi les balayer, que ce soit parce qu'on aime être enceinte, que ce soit pour en retirer un sentiment de complétude, comme elle dit, que ce soit pour se sentir généreuse, diverses raisons. Et je trouve intéressant de citer l'économiste Ludwig van Mises qui dit dans son ouvrage fabuleux sur l'action humaine que quelle que soit l'action engagée, même si elle a vocation à être altruiste et à être généreuse, elle sera et demeurera toujours en soubassement une action égoïste. Comprenons, tourner d'abord vers soi-même. Donc, il me semble que l'on peut reconnaître, en ce qui concerne la gestation pour autrui, à côté du solidaire, une quête solitaire de l'intérêt qui est à reconnaître. Alors, deux exemples, anodins, mais deux exemples qui peuvent être représentatifs. Tout d'abord, la valorisation de la gestatrice en tant que personne aimante, soucieuse. On voit toutes ces campagnes qu'il y a notamment aux États-Unis et au Canada, où on va valoriser la gestatrice. Et il me semble qu'on ne peut nier que l'esthétisation ou l'héroïsation de la gestatrice participe pour elle, à titre personnel, d'une fructification de son propre capital humain et social. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va lui apporter des choses. Donc c'est une des premières choses qu'on peut souligner. On peut aussi souligner et s'intéresser à la reconversion, certes très rare, de certaines gestatrices qui vont, après avoir porté, ouvrir elles-mêmes leur propre agence. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça signifierait qu'en soubassement, elles ont pu peut-être voir derrière leur démarche la viabilité de l'entreprise qu'elles ont elles-mêmes menée. Alors, c'est quelques cas rares, mais néanmoins, ça dit des choses, me semble-t-il, intéressantes. Il nous paraît donc finalement pertinent de reconnaître au don une dynamique économique. Et on privilégiera d'ailleurs le terme d'échange. Et quand je dis économique, c'est vraiment au sens, on ne parle pas de finance, c'est pas du tout le sens marchand, c'est économique au sens économia en grec, c'est-à-dire gestion de sa maison, savoir se gérer soi-même, peser le pour et le contre, entreprendre tout simplement. Et aider, c'est une action qu'on entreprend, que ce soit dans le don ou non. Donc on s'est ici intéressé très rapidement au contexte et à la mécanique entrepreneuriale qui est inhérente au contexte néolibéral. Et donc on constate qu'aucun de nos choix, quel qu'il soit, n'est anodin. Il est toujours le fruit d'une balance économique et qui va donc aussi susciter de notre part une balance entre nos propres préjugés, représentations, pensées, conceptions. Aussi, on va s'intéresser en détail aux représentations à la fois du corps et de l'esprit qui vont fonder la volonté et le consentement de la gestatrice et des acteurs de la GPA, et plus particulièrement donc de la gestatrice. Alors finalement, la question que je me poserais, c'est de savoir quelle représentation j'engage de mon esprit et de mon corps lorsque j'accepte moi-même de porter pour un couple. Donc les représentations, c'est le deuxième point. Il nous semble que la gestation pour autrui repose sur un principe dualiste. Effectivement, un principe dualiste qu'expose assez explicitement Platon, et je trouve que c'est assez intéressant de le citer. Il dit dans l'Alcibiade « Ce qui se sert d'une chose est différente de la chose qui sert ». Et un des arguments en faveur de la gestation pour autrui consiste justement à soutenir que l'action physique est dissociable de l'action psychique et du projet psychique, et donc de soutenir que la gestatrice puisse se servir de son corps
sans être forcément et nécessairement forcée de participer aux passions qu'elle vit. Donc il y a vraiment cette distinction corps-esprit. Donc on en témoigne notamment, effectivement, les cas de déni de grossesse, effectivement, puisque ça prouve que l'association entre affection, le fait de porter et d'aimer n'est pas inhérente et n'est pas automatique. On peut être enceinte sans le vouloir, ni même sans le savoir, et on peut vouloir être enceinte sans y arriver. Donc ça semble plutôt évident. Et ces femmes, finalement, vont montrer qu'elles peuvent être enceintes en adaptant la manière dont elles vivent leur grossesse. Donc, effectivement, on voit ce nouveau profil, on voit ces grossesses qui sont dites différentes parce qu'on a intégré le fait que l'enfant qui était porté n'était pas le sien. Vous aviez dit tout à l'heure, justement, chacun sait quelle est sa place. Alors, je pense effectivement que si on s'en tient à la raison, chacun sait quelle est sa place. Mais je suis convaincue qu'on est plus que des êtres de raison et qu'il y a probablement des choses qui nous débordent. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Effectivement, on constate que ces grossesses sont souvent plus légères au niveau mental et qu'il va y avoir toute une mise en scène, un rôle. On parle aussi de jeu, c'est-à-dire que les gestatrices vont adopter un rôle et une posture. Il y a une certaine conscience de ce qui se joue dans cette situation. Et finalement, on rejoint vraiment une forme de bricolage, mais c'est vrai que le mot n'est pas bon parce que ça renvoie à des représentations qui peuvent être négatives, mais en tout cas une forme d'ajustement où on aurait le contrôle de ce qu'on vit, une maîtrise, un calcul affectif possible et donc une certaine liberté de la part de la gestatrice, qui pourrait finalement mesurer la dose d'affection standard qu'elle peut donner, qu'elle doit ressentir. Aussi, finalement, cette distinction entre le corps et la volonté va permettre à la femme d'être partiellement libérée d'une contrainte qui pourrait être cette forme de maternité où forcément on devait être complètement impliqué dans ce qui était vécu. Et je cite la juriste Marcela Jakub qui, dans un entretien intéressant avec la philosophe Sylvia Lagacinski, précise, et je cite, « Le corps, ses fragments ou ses organes ne doivent être qu'un instrument de la volonté. » Eh bien, si cette conception du corps s'inscrit évidemment dans une tradition qui la dépasse, une tradition philosophique dont on trouve justement l'origine à la fois chez Platon et dont on trouve des éléments très intéressants chez Descartes qui parlent du corps-machine, ou encore dont on trouve l'expression actuellement avec cette conception du faire et de l'utile qui est complètement ancrée dans ce schéma-là, on peut se poser des questions. Et d'ailleurs, l'anthropologue David Le Breton nous dit dans l'anthropologie du corps, et je trouve que c'est assez intéressant, il montre comment le corps, dans cette lecture dualiste, se conçoit comme un accessoire de l'individu, et il tombe dans le registre de l'avoir. Il y voit également aussi apparaître dans ce contexte une vision, une version moderne du dualisme qui oppose plus qu'il ne distingue le corps à l'esprit. Donc, on peut aussi s'inquiéter de cette posture-là, en tout cas la questionner pour essayer de la mettre en lumière. Donc, Michela Marzano, pour la citer enfin, elle nous dit qu'aujourd'hui, il y a un véritable projet de construction et de manipulation du corps qui vise à le recréer selon les règles du marché. Alors là, je me suis intéressée à la fois au contexte et également aux représentations. Il y a un point qui me semble intéressant, et Madame l'avocat générale est partie, mais en même temps ça m'arrange parce que je ne suis pas juriste, donc si je dis bêtises, il n'y a personne qui pourra me dire quoi que ce soit. Donc je vais parler des législations qui concernent, donc, en tout cas s'intéresser aux législations et aux représentations qu'elles véhiculent. Parce que quand vous autorisez quelque chose au niveau législatif, ça va représenter, ça va véhiculer une vision du monde, une vision du pays, une vision de ce que vous pensez. Donc je vais m'intéresser à la synthèse du rapport du Sénat. La synthèse du rapport du Sénat nous dit si en France la gestation pour autrui était autorisée, eh bien la gestatrice aurait la possibilité, dans les 3 jours après l'accouchement, oui. Je le dis parce que bien c'est sûr. Très important. Le projet de loi qui a été déposé 2 ans après allait complètement dans l'autre sens. C'est le seul changement entre le rapport et le projet de loi. Le projet de loi prévoit une présomption de maternité envers la mère d'intention. D'accord. C'est encore mieux pour mon propos du coup. Très bien. Alors du coup, parce que du coup, ce que je cherchais à discuter, alors du coup, si c'est pas le rapport du Sénat qui le dit lui-même, en tout cas, vous avez bon nombre d'intellectuels, tels que Madame Badinter, qui s'intéressent en disant, finalement, si la gestation pour autrui était autorisée en France, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un droit au regret. Parce que ce droit au regret, finalement, ce serait une manière d'inscrire de manière certaine dans la loi que la gestatrice pourrait faire preuve d'incertitude. C'est-à-dire que la gestatrice pourrait faire preuve de contingence et de liberté et revenir sur la décision qu'elle avait auparavant acceptée. Et cette dernière
gestatrice serait donc reconnue à la fois comme un être spirituel et à la fois comme un être corporel. C'est-à-dire qu'elle pourrait à la fois être bouleversée par ce qu'elle a vécu et donc revenir sur cette décision-là. Mais d'un point de vue logique, effectivement, ça me semble confus, puisque d'un côté, la législation partirait du principe qu'elle autoriserait un projet qui repose sur l'idée que la femme qui porte n'est pas la mère, pour potentiellement renoncer par la suite à cela, en autorisant à la femme qui porte de garder l'enfant. Ce qui représente une certaine forme d'incohérence, puisque d'un côté, vous dissociez maternité et corporéité, et ensuite, si la loi passe, derrière, vous dites, ah, finalement, bon, au début, on avait renoncé, on avait dissocié les deux, mais maintenant, on revient sur ça. Donc ça paraît comme une certaine incohérence, en tout cas une confusion, qui nous invite à nous demander si jamais la législation passait en ce sens et qu'il y avait un droit au regret qui était reconnu en France, est-ce qu'il tiendrait vraiment? Est-ce que la législation ne serait pas révisée en conséquence de cela? Alors évidemment, c'est du potentiel et c'est proprement une réflexion éthique que de se poser des questions sur ce qui pourrait être à long terme, sur quelles pourraient être les conséquences. Néanmoins, cette réflexion, elle est éthique, elle est potentielle, mais elle s'appuie sur du réel, à savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Et on peut voir qu'en Grèce, ce droit au regret, on constate qu'il est indirectement empêché. La filiation à l'égard de l'enfant à naître, elle est présumée dès l'insémination artificielle. Et la femme peut revenir sur ce droit-là, elle peut revenir et dire « je veux garder l'enfant » à la seule condition qu'elle ait des liens génétiques avec cet enfant. Or, la gestation pour autrui n'est pas la procréation pour autrui. Donc elle ne peut pas avoir de lien génétique avec cet enfant. Donc ce droit au regret n'est pas un droit au regret. Donc ce droit au regret... Pardon ? Sauf s'il y a une erreur entre guillemets, et que l'enfant est issu de relations sexuelles et non pas du transfert d'embryon. Peut-être. Bien sûr, mais ça ne change pas, si vous voulez, l'idée qui est en sous-bassement de se dire que c'est un droit qui se place, alors oui, sur quelque chose de très rare, mais c'est pas un vrai droit reconnu aux gestatrices à ce niveau-là. Donc, je trouve ça assez intéressant, d'autant plus que le rapport de l'Académie de médecine, donc français, nous dit que cette législation-là, elle est considérée par beaucoup comme étant la plus aboutie et la plus satisfaisante. D'ailleurs, j'avais moi-même sollicité l'association Clara, et il me semble que c'est une des législations que vous soutenez. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de souligner cette ambiguïté. Deuxième cadre législatif intéressant, celui de la Californie. La Californie est aujourd'hui célèbre pour cela, puisque en raison de sa position si favorable aux couples de vendeurs, elle est devenue le lieu premier, privilégié des couples du monde entier. Et dans cet état, il est intéressant de constater que la Convention vise à établir et à faciliter l'attribution de la garde et de l'enfant aux couples d'intention. En pratique, la gestatrice qui a renoncé à ses droits donc, au début, en initiant le projet, n'a aucune possibilité de revenir en arrière. En témoignent les procès qui ont pu avoir lieu dans le passé. Et donc, or, ce qui m'interroge, c'est que le don existe dès que la possibilité de la non-réciprocité est acceptée. Or, dans ces systèmes législatifs, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, finalement, il tente à penser que c'est plus un échange qui va privilégier l'antériorité de la volonté du couple, plutôt que ce qui pourrait se passer pour la femme et son corps. Donc il y a à ce niveau-là, on privilégie la volonté plutôt que l'expérience corporelle. Aussi, on constate, et c'est peut-être aussi plus important, voire un petit peu plus alarmant, on constate que l'autonomie spirituelle de la gestatrice, ici, qui avait été précédemment valorisée, c'est-à-dire qu'on dit aux femmes, vous êtes autonomes, vous êtes libres de pouvoir porter. Justement, vous utilisez ça, bah oui, je suis libre de porter, donc je vais porter. Mais derrière, cette autonomie spirituelle qu'on a valorisée pour vous, le contrat la calque et vous ne pouvez plus jamais en jouir. Vous ne pouvez plus en jouir puisque vous perdrez en procès si vous voulez l'utiliser. Donc c'est intéressant de voir que l'autonomie spirituelle est valorisée au début, puis étouffée par le contrat lui-même. A l'inverse, ce système va assurer quoi? La certitude aux parents d'intention de pouvoir avoir l'enfant. Et il est intéressant de constater que l'association française Maya nous dit que c'est un point fondamental pour elle, cette certitude donnée aux couples d'intention. Il en est donc, pour preuve, que la France elle-même serait tentée de renoncer à ce droit au regret s'il avait été évoqué et si on tendait à le penser. Ce qui est quand même interrogeant, me semble-t-il, pour la suite. Le risque étant ici, vous l'aurez compris, de sacrifier finalement la confiance qu'on peut avoir en l'autre sur l'autel de la certitude. On en est sûr, et donc il n'y a plus besoin de créer un lien absolument avec cette personne.
Donc finalement, on peut se dire, en privilégiant la volonté du couple, ce type de législation californienne et grecque ne conduit-il pas de manière insidieuse à destituer sur le champ de la reconnaissance la grossesse de la gestatrice, comme si la grossesse ne lui appartenait déjà plus? Alors tout se passe finalement comme si dans ce cadre on avait robotisé la fonction gestationnelle. En témoigne d'ailleurs ne serait-ce que le langage. Mère porteuse, gestatrice, à l'inverse, couple d'intention qui gomme le corps pour ne laisser place qu'à la volonté. Donc, on peut préciser d'ailleurs que cette conception du corps résolue à sa fonction, résolue à cette fonction-là de gestatrice, nous en sommes tous responsables. Il ne s'agit pas d'imputer la responsabilité à un individu ou de culpabiliser certaines personnes. Nous en sommes tous responsables parce que nous construisons tous, et depuis des décennies, ensemble cette représentation duale d'une volonté qui fait abstraction du corps. Et d'ailleurs, l'anthropologue André Le Breton nous dit, dans ce cadre socio-culturel contemporain, le corps vaut tant qu'il ne s'exprime pas. Et est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de cheminer vers cela? Sans jugement, sans jugement culpabilisant vis-à-vis de la gestation pour autrui, je pense que ça peut soulever des interrogations. Si on s'intéresse à un autre cadre législatif, le cadre britannique, puisque là on a parlé de la Californie et de la Grèce, on peut voir que le cadre législatif britannique, lui, va se prémunir de cela, puisque lui, il dit, dès le début de la grossesse, la gestatrice est considérée comme la mère de l'enfant, et ce, jusqu'à ce qu'elle renonce, elle, à ses droits parentaux. Donc là, on voit que le mérite de cette législation, ça va être à l'inverse de reconnaître au préalable l'interaction entre grossesse et maternité, et de laisser la possibilité à la femme porteuse de dire « j'ai vécu des choses qui m'empêchent aujourd'hui d'aller au bout de ce projet ». Mais à l'inverse, on peut souligner ça, mais tout en disant « ah bah oui, mais ça peut être dramatique pour l'enfant », puisqu'il est aussi l'enfant génétique de parents, et c'est dramatique aussi possiblement pour les couples d'intention qui lui a donné ses gamètes et qui se retrouve sans son enfant génétique. Donc on voit que la situation elle demeure inconfortable. Et on voit qu'en France, ce cadre-là, il est considéré comme sévère et strict. Donc c'est aussi intéressant de voir quel jugement nous portons sur ce cadre législatif. Alors notre constat, ça va être finalement de se dire, une loi ne peut pas reconnaître au même moment l'autonomie spirituelle et corporelle de la gestatrice et l'implication volontaire et génétique du couple. Le droit et la loi doivent forcément se positionner et prendre parti en défendant prioritairement soit les intérêts des uns, soit les intérêts des autres. Et donc, en conscience de ce réel-là, la philosophie fait quant à elle le pari de ce qui peut se passer dans l'avenir. Elle cherche donc à déterminer le pour et le contre, et quel peut être à la fois le gagnant et le perdant de cet échange. Et il me semble pas faux de penser que dans le contexte actuel, celui qui peut perdre, c'est le corps, et donc potentiellement la gestatrice. Mais le corps au sens large du terme. Donc finalement, si le droit au regret aurait pour mérite de reposer sur un principe de confiance, puisqu'effectivement il aurait ce mérite-là, il est fort à parier, me semble-t-il, qu'en cas de litige et d'application stricte de celui-ci, les couples candidats à la gestation pour autrui seraient tentés de renouer avec un comportement très propre à notre société, à savoir la défiance, et donc d'aller dans d'autres pays pour s'assurer la certitude d'aller au bout du projet initié. Finalement, on peut se demander, la revendication de ce droit n'inviterait-elle pas la législation en vigueur à être modifiée en France si elle était un jour amenée à passer, à cheminer sur les sentiers à la fois des législations californiennes et grecques, garantissant en premier lieu le respect de la volonté du couple d'intention. Donc j'ai terminé avec la partie législative et j'aborde à présent le dernier point qui est bien plus court. On peut s'intéresser enfin aux conséquences, notamment sur le corps, de cette logique entrepreneuriale, des représentations qui sont les nôtres et des législations qui les encadrent. Alors, il me semble que la GPA véhicule de fait, dans l'imaginaire, l'idée que la volonté, en tout cas, a une maîtrise sur le corps et qu'il y a un calcul affectif potentiel dont on puisse jouir. Mais pas du couple d'intention sur la gestatrice, mais de la gestatrice sur elle-même, de son propre esprit et de sa propre volonté sur son propre corps. Aussi, soutenir que la grossesse ne fait pas la mère, que la grossesse puisse être l'objet d'une maîtrise et d'un calcul affectif, nous semble tout à fait témoigner de l'influence qu'a sur notre représentation de la grossesse le contexte néolibéral économique dans lequel nous vivons. La gestation pour autrui n'est-elle pas justement le reflet de cette société de plus en plus performante dans laquelle on va valoriser le pouvoir de la volonté sur le corps ? Enfin, on peut aussi se dire, cette pratique, est-ce qu'elle ne va pas elle-même à son tour, non pas elle a hérité de certaines choses, mais engager à son tour des conséquences sur notre représentation,
non seulement de la grossesse, mais du rapport à l'autre, de la construction du rapport à l'autre. On peut aussi se demander si la GPA ne va pas renforcer l'idée d'une volonté de maîtrise sur le vécu corporel, et se demander aussi qu'en est-il du sens de ce qui se vit entre la mère et l'enfant, qu'en est-il du sens de cette relation première si tout tombe dans le calcul potentiel. Donc, et si la grossesse finalement était plus, en tout cas c'est ce qu'on pourrait se demander, était plus, et ce serait à développer, le lieu de la naissance d'un souci mutuel, y inviter au contrôle, est-ce que ce ne serait pas louper aussi quelque chose de significatif? Alors, pour terminer, je distinguerais finalement deux temporalités. Être mère, effectivement, que j'affilierais donc au corps, cet état de maternité qu'on ne peut nier, puisque souvent on a tendance à reconnaître ce devenir mère, mais on oublie cet état de maternité qu'il ne faut pas nier. Donc il y a cet état de maternité-là, une femme qui porte est mère, et effectivement une femme qui porte est mère, mais ça ne suffit pas. Elle devra elle-même apprendre à être mère. Ce qui fait que des femmes n'ont pas porté, mais sont aussi mères, puisque elles ont appris à devenir mère. Donc deux temporalités, celle du devenir mère, de l'adoption, de l'apprentissage, qui s'approche un petit peu de la paternité, et cet être mère. Et donc finalement, ce sont deux temporalités à reconnaître. L'une ne doit pas subsumer l'autre, selon moi, et c'est la crainte que j'ai avec la gestation pour autrui. La crainte que j'ai, c'est que l'une parte au profit de l'autre. Donc finalement, avec la gestation pour autrui, on suppose donc que la grossesse puisse être l'objet d'un projet rationnel. Mais ça, c'est pas très dérangeant à la limite, puisque le projet rationnel, on en a tous. J'ai envie d'être enceinte dans 6 mois, voilà, peu importe qu'il y ait de l'aide médicale à la procréation ou pas d'ailleurs. Ce qui est plus dérangeant potentiellement, c'est qu'on risque d'enfermer le corps à sa fonction. Donc, et de minimiser, voire de nier que le corps puisse être plus qu'une fonction. Or, c'est vrai qu'en philosophie, on a des théories très belles, notamment celle de Merleau-Ponty, de Maurice Merleau-Ponty, qui nous dit « le corps est chair, il est plus que fonction. Le corps, il est sentant, senti. Le corps, on se touche, on est touchant, touché. Le corps, c'est du relationnel. » Et ce qui me fait peur, c'est ce lien entre le rationnel qui subsume le relationnel. Donc finalement, le risque étant ici, me semble-t-il, d'induire que le corps... de limiter le corps au fonctionnel et de nuire à cette première expérience du relationnel qui se vit entre la mère et l'enfant au cours de la gestation pour autrui, au nom d'une rationalisation économique de ce qui peut y être investi en termes de sentiments. Nous soulignons donc ici le risque d'une pratique qui établit le devenir mère et le don de cœur, c'est un don de cœur effectivement bâti en raison autour de ce projet de gestation pour autrui, qui établit le devenir mère sur un abandon, non pas d'enfant, et je vous rejoins parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas d'abandon d'enfant, mais sur un abandon de corps, sur un abandon d'état de maternité, et sur un abandon de corps qui est dans cette lecture-là soumis à un mécanisme économique de pensée. Et je terminerai avec une question, finalement, comment faire en sorte que la gestation pour autrui ne soit pas une méthode de procréation qui renforce la distinction entre le corps et l'esprit? Ça, c'est une question que je vous soumets, même si j'ai une idée sur la question. Voilà.